Merci, Monsieur Schifano. Vous êtes le président de la Fédération nationale des transporteurs sanitaires. Donc, vous savez que nous avons une mission d'information sur l'organisation de la permanence des soins en France, donc de savoir comment on pourrait répondre au plus près de la population en cas d'urgence. Et on sait très bien qu'il y a parfois à certains endroits des difficultés. On sait très bien aussi qu'il y a des différences entre les zones urbaines, les zones semi-urbaines, les zones rurales, les zones montagneuses. On sait bien qu'il n'y a pas des SOS partout. On sait bien qu'il n'y a pas des problèmes de SAMU, problèmes d'ESDIS, des problèmes de tout cela. C'est assez complexe. Et la question des transporteurs sanitaires semble assez complexe parce qu'elle n'est pas identique partout. Hein. Donc, il faudrait que vous puissiez nous dire un petit peu comment cela se passe pour les transporteurs que la fédération, les transporteurs que vous êtes, que vous représentez, et puis de savoir un peu quelles sont les différences, si vous voulez, entre les véhicules des SDIS qui se déplacent toujours sur le terrain. Immédiatement, ils sont appelés, c'est eux qui viennent. On a trop tendance peut-être à les appeler, je ne sais pas, c'est à vous un petit peu de nous dire. Vous présentez, puis ensuite vous nous direz un peu comment ça se passe au sein de votre fédération. Madame la rapporteure, si vous voulez compléter tout de suite. Non, non, pour l'instant non. Je souhaite la bienvenue à Monsieur Schifano et voilà, je suis comme le président pressé de vous entendre. À vous. Bon, mais tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité. La première question que je commence à mieux comprendre, parce que je fais une différence à la permanence de soins entre la réponse à l'urgence hospitalière et la permanence de soins, qui est le côté médical. Et bien souvent, on a tendance à confondre un petit peu les deux. Mais au vu des propos de Monsieur le Président, j'ai bien compris qu'on était sur l'urgence hospitalière et sur la réponse liée aux demandes sur le terrain. On est bien d'accord là, à ce sujet-là. Donc, depuis 2003, notre profession s'est engagée dans une réforme de la réponse à l'urgence hospitalière de façon départementale. Et cette mise en place de 2003 a été faite essentiellement sur les périodes de nuit. Ça a été le glissement de la garde départementale, qui était une garde, comme dit son nom, départementale, mais qui, après 2003, s'est orienté uniquement sur la réponse à l'urgence hospitalière et aux demandes du centre 15. Depuis 2003, c'est mis en place dans l'ensemble des départements, et le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est que la réponse apportée n'est pas efficiente pour l'ensemble des citoyens, mais aussi pour l'ensemble des acteurs, qui soit le SAMU Centre 15, qui soit le SDIS ou qui soit les transporteurs sanitaires. C'est pour cette raison-là que dans le cadre du plan stratégique 2012-2015, que nous avons co-signé à 3 fédérations, nous avons cherché des idées innovantes pour résoudre les difficultés que nous rencontrions. À ce titre-là, dès 2011, nous avions saisi le cabinet de Monsieur le ministre à l'époque pour aller dans une réponse différente, et c'est l'article 66 de la loi de finances qui parle de fongibilité des enveloppes, mais aussi de déstructuration du carcan administratif qui nous entoure dans cette cadre de la réponse à l'urgence hospitalière. Lorsque je parle de carcan administratif, vous allez vite le comprendre, c'est que les textes nous prévoient que la garde départementale est une réponse de 20h à 8h du matin, et qui ne tient pas du tout compte de l'activité qui peut se passer, qui n'est pas la même entre la soirée et la nuit profonde. Dans un département, nous avions fait des secteurs, on avait décidé d'un commun accord avec tous les acteurs qu'il fallait, par exemple, 4 ambulances, mais on avait 4 ambulances de 20h à 8h du matin. Alors qu'on aurait eu besoin de 6 ou de 8 jusqu'à minuit, et de réduire cela pour la nuit profonde. Ce texte va nous permettre de sortir de cela, mais au-delà de la période de garde, de la période de nuit et de week-end, avec une volonté profonde de rendre un service H24.
Et c'est les textes que nous attendons, qui devaient passer au Conseil d'État courant avril, qui ont dû être reportés par rapport, je pense, au changement de gouvernement. Il doit y avoir peut-être un peu un bouchon par rapport à ça. Et c'est cela que nous attendons. L'avantage de cette réponse, c'est qu'elle va sur deux secteurs, le secteur économique et le système d'exploitation et structurel. Sur le plan du volet économique, le fait qu'on va sur une fongibilité des enveloppes, quand je parle de fongibilité des enveloppes, derrière cela vient tout ce que paie l'assurance maladie aux transporteurs sanitaires, dans le cadre uniquement des transports demandés dans le cadre de l'urgence hospitalière demandée par le centre 15, et aussi du paiement des carences pompiers, dans le cadre de MICAC, pour arriver à recaler ça. Donc notre objectif est de faire une enveloppe globale, et l'objectif à moyen terme, c'est grâce à cela d'optimiser la réponse et de pouvoir, en 3 ans, augmenter de 5% le volume de réponse des ambulanciers ou des services d'urgence dans la même enveloppe. Tout cela est possible si on vient sur des voies d'optimisation, et c'est le deuxième volet de notre réponse. C'est-à-dire, au-delà du volet économique, nous aurons toute la partie administrative, et quand je dis qu'on fait sauter ce carcan, ça va nous permettre de revoir les secteurs de garde, d'adapter les moyens par rapport aux demandes et d'avoir une modulation des demandes selon les horaires. Cette réforme doit nous permettre de faire moins appel aux acteurs pompiers, puisqu'on se rappelle que l'acteur pompier intervient dans le cadre de l'urgence hospitalière et des transports sanitaires qu'en cas de carence des ambulanciers, et bien souvent cette carence est mal identifiée. C'est pour cela on met un troisième moyen en place, qui est le coordinateur ambulancier. Ce coordinateur ambulancier qui est virtuellement dans la salle de régulation du centre 15, je dis bien virtuellement, est le gestionnaire de toutes les demandes de transport. Et c'est lui qui validera ou pas la carence. Mais avec tous ces outils-là, c'est-à-dire la réforme économique, la réforme administrative et l'amélioration des demandes, nous devons avoir une cohérence de réponse, et vraiment de remettre à plat, en ce qui concerne, au moins c'est notre prétention, la partie transport sanitaire sur la réponse à l'urgence hospitalière. Mais peut-être que je suis trop dans les détails, et si vous voulez, on peut aller aux questions-réponses pour essayer de mieux vous éclairer notre pensée. Oui, Monsieur Schifano, transporteur sanitaire, vous êtes donc la fédération des transporteurs sanitaires, c'est-à-dire que ça comprend qui? Uniquement les transporteurs sanitaires, ce sont les entreprises qui possèdent des ambulances, deux types d'ambulances, l'ambulance dite normalisée et l'ambulance d'urgence, et le véhicule sanitaire léger. Voilà quelle est la profession de transporteur sanitaire. D'accord, donc pas du tout les taxis? Pas du tout les taxis. D'une autre organisation? Tout à fait. Par contre, certaines entreprises de transport sanitaire peuvent avoir plusieurs casquettes. Bien. Vous participez au Codamux? Oui. Régulièrement, ça se passe bien? Vous intervenez? Vous êtes régulièrement convoqué? Oui, toujours. Nous sommes convoqués au Codamus, et souvent, c'est des reports aussi des sous-comités des transports sur lesquels nous travaillons avec tous les acteurs du transport et qu'on vient faire valider au sein des Codamus. Madame la rapporteure? Si j'ai bien compris, en fait, vous êtes sur le péri-hospitalier. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes sollicité pour emmener des personnes vers des maisons médicales de garde, par exemple? Tout à fait, c'est une de ces questions, et c'est pour ça que je vous parlais de l'urgence préhospitalière ou de la permanence de soins, car pour moi, l'urgence préhospitalière, c'est de répondre à toutes les demandes du centre 15 pour aller sur des hospitalisations et non pas aller en maison médicale. Pendant longtemps, je me suis posé la question s'il était bien que le transporteur sanitaire rentre dans le réseau de la permanence de soins, notamment pour les maisons médicales. Et à ce jour, je pense que si on autorise ce type de transport,
on est en train d'ouvrir une porte qu'on ne refermera pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les transports du domicile à la permanence, à la maison médicale, ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Et je pense que ça doit rester comme cela. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas donc on ne peut pas demander à l'assurance maladie de prendre en charge ce type de transport, parce que pour moi, ce sont des gens qui ne sont pas... Attention, ce n'est que ma vision, et je ne suis pas médecin, qu'on soit très, très clair, mais ce sont des gens qui ont un problème de consultation médicale ou de bobologie, et c'est des gens qui peuvent souvent se transporter par leurs propres moyens. Et on voit aujourd'hui les maisons médicales qui fonctionnent bien, il n'y a pas de transport sanitaire. C'est bien des gens qui viennent à la maison médicale se mutualiser. Et j'ai peur que si on ouvre cela, d'une part, on va ouvrir la porte au Pandore, et deux, de faire une scission sur laquelle je m'opposerai profondément, de dire l'ambulancier répond à la permanence de soins, dont à la bobologie, et l'urgence hospitalière est du domaine du public. Oui, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Imaginons une personne d'un certain âge chez elle qui a un problème. À 2 heures du matin ou 11 heures du soir plutôt, elle appelle le centre 15 qui va la diriger vers la maison médicale de garde. Elle n'a pas de possibilité de transport. Donc elle est transportée soit par un VSL, soit par un taxi. Elle arrive à la maison médicale de garde. Si la solution simpliste pour être remboursée, c'est d'être hospitalisé. Alors, donc justement, et si on ne veut pas être hospitalisé, qu'on est dans la maison médicale de garde, qui a une justification, parce qu'effectivement c'est pas le petit panari, enfin je sais pas quoi, c'est pas la bobologie. Elle a quelque chose, mais le médecin de garde peut la prendre en compte, lui donner son traitement et la renvoyer chez elle. À ce moment-là, pourquoi ne pourrions-nous pas rembourser ce transport? Voilà, Non, mais c'est bien pour cela que toute la barrière va se faire à ce niveau-là. Lorsque vous dites la mamie qui a appelé le centre 15, ça a été un transport qui a été régulé. C'est déjà été un conseil. Là, on rentre dans l'enveloppe de l'urgence hospitalière. Et je faisais la différence entre la mamie de 85 ans qui n'a rien et qui a appelé le 15 et qui, le 15, au vu de du diagnostic qui a été fait, a souhaité la maison médicale et pas de structure. Là, effectivement, ce type de transport et ce qu'on a prévu dans le cadre de l'enveloppe globale de l'urgence hospitalière sera pris en charge. Par contre, aujourd'hui, ce n'est pas pris en charge. Demain, dans le cadre de l'enveloppe globale, puisqu'on parle uniquement des missions liées à l'urgence hospitalière et du man de transport régulé par le 15, pour moi, ça rentrera dans cette enveloppe-là. Et je faisais le distinguo entre ma fille qui est tombée et que j'ai même pas appelé le 15, je sais qu'il y a une maison médicale, je l'ai prise, je l'ai amenée. J'aurais très bien pu appeler un ambulancier, le cas échéant. Pour moi, cette action-là n'est pas prise en charge par l'assurance maladie. Elle ne le saurait qu'en cas de régulation. Pourquoi je suis dans cette voie-là? Parce que ça nous permettra de décongestionner l'accueil des urgences et d'arriver à un meilleur fonctionnement. Mais dans le cas du décongestionnement des urgences, il n'y a pas que le volet maison médicale, il y aura aussi la régulation des flux hospitaliers et la gestion des lits hospitaliers, sur lequel, là aussi, nous avons travaillé avec des voies d'optimisation pour mieux faire circuler cela. Oui, non, c'est bien, d'accord. On ne s'était pas bien compris, je pense, au départ. Vous disiez bien que voilà, c'était pris en charge dès lors qu'on a une régulation pyramidale, du haut, où on a orienté la personne. Et là, on fait appel à vous, et là, c'est remboursé. Pas encore. Ah bah, oui. C'est ce que nous souhaiterions. Pardon, ce sera remboursé. Donc, dans le cadre de l'article 66 de la loi de finances 2012, on a parlé de fonds d'enveloppe pour toutes les réponses liées à l'urgence hospitalière. Prenons un exemple sur mon département qui est les Bouches-du-Rhône. Le montant de l'enveloppe annuelle pour la réponse à l'urgence hospitalière, c'est-à-dire uniquement les demandes de transport sanitaire non médicalisé, il y a 40 000 demandes pour une enveloppe de 5 millions d'euros. Dans ces 40 000 transports, moi demain on me demande d'aller à la maison médicale, ça rentre à l'intérieur.
Voilà. Par contre, le seul point sur lequel il faudra que, si on va dans cette voie-là, parce qu'il faut aller dans les voies d'optimisation, aujourd'hui, le seul moyen qui répond à l'urgence préhospitalière est l'ambulance. Donc il faudra qu'on envisage, dans ce niveau-là, de mettre un réseau pour le véhicule sanitaire léger. Madame ? Mais peut-être que par rapport à votre question, si vous le permettez, ça serait dans le cadre de l'expérimentation qui devrait être mise en place, de pousser aussi pour valider et inclure la maison médicale par rapport à cela. Comment se passent comment dirais pas les relations, mais enfin, comment ça se passe sur le terrain entre les SDIS et les transporteurs sanitaires quand il y a un appel d'urgence, souvent l'appel d'urgence à domicile, quoi, ou sur le terrain. Normalement, avec l'interconnexion, tous ces transports doivent arriver au centre 15 et le centre 15 doit contacter un transporteur sanitaire. Et c'est vrai que sans organisation, par facilité, ils retransmettent cette mission aux sapeurs-pompiers. C'est pour cette raison-là qu'on a parlé de la création du poste de coordinateur ambulancier financé par les entreprises de transport sanitaire, virtuellement dans la salle de régulation, de façon à coordonner toutes les demandes. C'est-à-dire que dès lors que le centre 15 a une demande d'une action de transport sanitaire, à ce moment-là, il ne réfléchit pas, on a ça sur son écran informatique, et c'est l'ambulancier qui envoie, le coordinateur ambulancier qui envoie soit les entreprises privées, si ces dernières sont déjà sur le terrain et qui ne peuvent pas répondre, déclencher directement les sapeurs-pompiers. Et cela fonctionne, ce qui nous a permis de vraiment identifier la carence. Parce que jusqu'à présent, dans la carence, on mettait tout et son contraire. Et souvent, on n'avait pas la visualisation de la demande, puisqu'on n'appelait même pas l'entreprise, il n'y avait aucune traçabilité. Et avec le fait de ce coordinateur ambulancier, on arrive à tracer et à avoir cette véritable demande. Et pour moi, c'est l'outil essentiel, et c'est pour cette raison-là que je souhaite qu'il soit mis en place virtuellement pour avoir une certaine autonomie et financé par l'entreprise de transport sanitaire, puisque c'est un service qu'on doit rendre. Pour moi, c'est comme une relation commerciale pour arriver à le réaliser. Et sur le plan de la permanence des soins, vous êtes... comment ça se passe? Vous avez des tableaux d'astreinte, vous avez vos propres obligations? Alors, c'est toujours pareil. Moi, je ne parle pas de... Pardon d'insister, mais je ne parle pas de permanence de soins, parce que moi, la permanence de soins, elle est pour le côté médical, et moi, je suis dans le cadre de la réponse à l'urgence préhospitalière. Pour cela, nous avons organisé des secteurs de garde, et on met en place des véhicules par rapport à la population. Et c'est ce que je vous expliquais en début de séance. Aujourd'hui, c'est trop figé, et on est en train de, grâce à cette expérimentation, de tout imploser et d'avoir des secteurs modulaires entre la nuit profonde et la journée, et des moyens ambulances différents entre la journée et la nuit. Ce qui nous permettra de trouver une optimisation de façon à rendre le modèle économique viable auprès des entreprises. Et aussi une réponse. Madame ? Oui, moi j'ai une question sur la formation, votre formation, la formation des ambulanciers. Pensez-vous qu'elle est suffisante? Pensez-vous qu'en l'augmentant, vous allez aller sur le pas d'autres professionnels et ça demanderait trop de formation supplémentaire? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est la photographie aujourd'hui de la formation des ambulanciers? Y a-t-il même des carences? Y a-t-il des ambulanciers pour lesquels on pense que la formation est suffisante et en fait non? Est-ce que vous pouvez... Oui, alors la formation initiale de l'ambulancier, qui est le diplôme d'état d'ambulancier, est au niveau adéquat par rapport à nos missions. La difficulté et la faiblesse de notre métier, c'est qu'il n'y avait pas de remise à niveau prévue. Dans la formation continue, on était complètement absent. Et justement, dans le cadre de la réponse à l'urgence préhospitalière, nous imposons 2 jours de formation annuelle pour remettre les gens à niveau par rapport à cela. Et c'est pour cette raison-là aussi que nous avons pu être retenus dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Léonard de Vinci, qui est une formation sur le e-learning, commune aux
à l'Espagne, l'Espagne, l'Angleterre, l'Irlande et nous, avec une particularité pour chaque pays, avec ce qui nous permettra d'évaluer l'ensemble des transporteurs, des ambulanciers, et de leur adapter une formation, adaptée à leur carence de niveau. Mais c'est vrai qu'il faut toujours faire une mise à niveau, et celle-là, nous ne l'avons pas, ce qui est un point de faiblesse pour notre métier. C'est pour cette raison-là que dans le cadre de l'expérimentation, nous avons aussi demandé ce que tous les acteurs aient cette mise à niveau. Mais vous avez quand même une formation continue régulièrement tout le long de votre carrière, non? Et c'est pour cette raison-là que nous avons travaillé sur ces lacunes-là, parce que si on regarde la différence... Alors, attention, je vais reformuler. Aujourd'hui, avec le diplôme d'état d'ambulancier, l'ambulancier a la partie AFGSU, qui, elle, oblige un recyclage tous les 3 ans d'une journée de formation. Ça, c'est depuis la mise en place de la FGSU. La différence fondamentale qu'il y a entre nous et le sapeur-pompier. Le sapeur-pompier... Vous voulez y aller? Pardon. Non, mais... Mais vous voulez que je... Non. Oui, donc la différence entre nous et le sapeur-pompier, c'est que ce pompier a un diplôme qui est un diplôme de secouriste, mais avec un recyclage permanent. Nous avions un diplôme d'État hiérarchiquement un peu plus élevé, mais sans recyclage. Et c'est pour cette raison-là qu'on s'est pris en main pour imposer tout cela. Merci. Bon, Monsieur Schiaffino, je crois qu'on va se quitter. On est peut-être un peu désolé de vous presser. Hein, mais on entend, voilà. Mais là, comme on a en plus ce sujet qui va de vote, vous le comprenez. Donc, on vous remercie d'être venu. Et puis, vous pouvez nous faire passer de toute façon des observations, si vous avez besoin de nous faire passer des observations qu'on puisse mettre dans le rapport en complément. Hein. Merci.